Bonjour à toi, cher spectateur. Dans ce magnifique cadre idyllique de vacances, il est peut-être temps de faire un bilan de la première partie d'année. Ou en tout cas des films importants de cette première partie d'année, vu qu'on commence le mois de juillet et que les vacances arrivent. Il y a un panel que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir aujourd'hui, un panel vraiment de professionnels du cinéma. Mais vraiment de professionnels du cinéma. Loïc Lacroix, acteur sur Paris. Salut Loïc. Salut. Thomas Ancel, chef opérateur, grand chef opérateur, très grand chef opérateur. Étudiant chef opérateur. Fabien, que certains connaissent, qui est réalisateur sur Nantes. Et Oriane, superbe Oriane, régisseuse, grande régisseuse, magnifique. Apprenti électro. C'est ça, un petit peu de tout en fait Oriane. Et donc on va rapidement dire nos 3 films qu'on trouve les plus marquants en tout cas dans ce début d'année. Loïc, est-ce que tu veux commencer par énumérer tes 3 films toi ? Oui, très bien, je vais commencer. Le truc, c'est que moi, je suis pas allé beaucoup au cinéma cette année. J'ai eu pas mal de contretemps, mais j'ai quand même réussi à faire un top 3. Alors, en numéro 1, je mettrai Birdman. En second, je mettrai Imitation Game. Et en troisième, c'est une petite mention spéciale, c'est Papa ou Maman. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément des choix qu'on entend tous les jours. Thomas. Alors, moi, personnellement, déjà, je trouve que cette année 2015 est un peu plus pauvre que l'année 2014. Vraiment, j'ai eu beaucoup de films qui m'ont énormément marqué. Il y a eu Gone Girl, Grand Budapest Hotel, il y a eu Nymphomaniacs, enfin il y en a vraiment eu des tonnes, Whiplash. Donc voilà, en 2015 j'ai quand même eu un gros coup de cœur qui est It Follows. Et ensuite j'ai également énormément apprécié Ex Machina et Birdman. C'est le côté étudiant en images qui ressort. Le côté étudiant en cinéma tout court, ouais. Parce que c'est quasiment le choix qui va revenir tout le temps. Fabien. C'était difficile de faire ce top 3, mon cher Valentin. Ah ouais, ça tu m'étonnes. Parce que, ouais, contrairement à Thomas, je dirais pas que l'année 2015 était plus pauvre. Je trouve très différente de l'année 2014 dans le sens où il y a beaucoup plus de blockbusters, je pense. De gros films divertissement qui ont marqué. C'est une année pour l'Amérique. Donc en premier, moi je vais rester sur Mad Max. En deuxième, alors c'est très difficile, mais ça boude un peu, mais j'hésite entre Birdman et The Voices. Ouais. Je vais garder The Voices parce que j'étais vraiment plus surpris, même si Birdman a une mise en scène complètement grandiose. Et puis en 3, bon ben là je vais me faire peut-être cracher dessus, mais ça c'est mon côté fanboy qui revient, mais je peux le défendre encore aujourd'hui, Jurassic World. Voilà. Oriane. Alors toi Oriane, t'es pas forcément dans l'idée d'un top, c'est plutôt 3 films qui t'ont vraiment marqué. Ouais, toi. ces 3 films, je les ai pas trop classés, ce serait It Follows. Parce qu'il m'a bien pris au trip. Voices, parce que Voices, et Kingsman. C'est un bon choix. Moi, pas vraiment dans l'ordre. Alors c'est très compliqué parce que les 2 premiers c'est très facile. Le premier c'est Mad Max, Fury Road, ça c'est sans le moindre doute. Deuxième c'est Birdman. Et le 3e c'est plus compliqué parce qu'il y aurait mon petit côté fan de Ghibli qui aurait envie de mettre Souvenir de Marnie en 3e. Mais il y a aussi le grand fan de films indépendants américains qui aurait envie de mettre Foxcatcher. Donc je garderai plutôt Foxcatcher, tout de même. Je tiens à rebondir, avant qu'on commence vraiment à aborder chaque tome dans le détail, celui qui revient quasiment dans tous les tops, c'est quand même Birdman là. À part pour Oriane, mais sinon on a quand même Birdman. Est-ce que chacun peut exprimer un petit peu son ressenti? Qu'est-ce qui fait que pour vous Birdman c'est vraiment un film qui rentre tout de suite dans un top, que c'est tout de suite une évidence en fait? Si je peux me permettre de commencer, je crois que tu vas me rejoindre là-dessus Thomas, c'est surtout le côté impression plan séquence pendant 2 heures, avec des raccords dans l'axe qui sont parfaits. On voit pas du tout, on voit très rarement, sauf quand on a vraiment l'œil, qu'il y a eu des raccords dans l'axe, c'est toujours très bien fait. Je crois que deuxièmement, ce serait là où on rencontre Michael Keaton, on l'attend pas dans ce genre de registre à ce niveau-là. Moi personnellement, ça fait des années que je l'avais oublié. Enfin, je l'ai toujours considéré comme un grand acteur, mais là, voilà. On a un Edward Norton qui est extraordinaire, une Emma Stone qui est juste sublime. Une ambiance qui est très parlante. On découvre vraiment l'univers du théâtre. Et c'est un truc qui est très très peu abordé, je trouve. Donc moi, je suis vraiment fan de ce film. Alors, ce qui me gêne un peu plus, c'est le côté. J'ai beaucoup aimé le côté, si vous voulez. Ex-star déchu, mal considéré, voilà. Par contre, le côté où j'ai toujours du mal avec ça, le côté où on le fait ressortir en oiseau, c'est peut-être le bémol du film. Je trouve que ça a été un petit peu mal exploité. Et puis c'est un choix totalement personnel, mais je suis un petit peu contre ce genre de métaphore. Mais voilà, c'est juste mon avis. Sinon, je trouve que c'est vraiment un film extraordinaire.
Vas-y Thomas, tu peux rebondir sur Emmanuel Lubezki qui ouais, fait un alors, travail fou en tant que chef-op. Forcément, Emmanuel Lubezki, qui est un très très grand chef opérateur, qui est très connu pour son utilisation du Steadicam, notamment dans Gravity. On peut pas vraiment parler de Steadicam, mais en tout cas c'est un effet Steadicam. Et puis surtout dans Les Fils de l'Homme, Ah oui, dans Les Fils de l'Homme, ouais. qui est sincèrement Les Fils de l'Homme, un des films de mon point de vue qui utilise le mieux l'image pour servir son propos, où la caméra est quasiment personnifiée tellement elle a une place importante dans le récit. Chez Terrence Malick aussi, il servait très bien du Steadicam. Dans The Tree of Life, il y a vraiment un choix du Steadicam qui est juste fou, quoi. Donc voilà, déjà pour moi, Emmanuel Lubezki, c'est un très bon chef opérateur, c'est quelqu'un que je suis avec grand intérêt. Et son travail sur Birdman, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, des mouvements de caméra très intelligents, une utilisation de la lumière aussi très particulière, très fantasmée et qui arrivait pourtant à être cohérente, parce qu'on a des scènes avec une lumière, mais ça passerait nulle part. Mais là, le film est tellement presque psychologique. On a cette scène de théâtre déjà qui aide à accepter beaucoup de choses. Enfin, vraiment, pour moi, la technique de Birdman est quasiment irréprochable. Et je comprends parfaitement les récompenses qu'il a reçues. Même si j'aurais donné l'Oscar à Grande Budapest pour l'image. Mais ça, c'est mon côté. Je ne suis pas objectif. Personne fan. Mais non, vraiment un magnifique film à l'image. Et puis une superbe gestion de l'histoire, une superbe gestion des acteurs. Il y a toujours un équilibre vraiment très très bien géré. On est sur le fil entre le drame et la comédie. Il y a des scènes qui sont absolument hilarantes enfin, pour moi c'est vraiment un très très bon film, très bien géré. Ouais. Fabien, toi tu l'as pas mis dans ton top, mais tu t'es tâté quand même. Pour moi il est ex-aequo pour le deuxième par rapport à The Voices, mais c'est vrai que pour moi Birdman c'est vraiment un pari gagné techniquement. C'est vrai que radoter sur ce qu'ont dit les gars, mais toute cette mise en scène, moi je me suis dit mais waouh les gars, comment ils ont fait pour penser à ça. Et puis c'est vraiment une introspection dans la carrière de Michael Keaton, parce que voilà, forcément quand on voit Birdman on va penser à quoi? À la carrière de Keaton avec son Batman forcément. Donc du coup à ce niveau là j'ai trouvé ça hyper intelligent. Au final, qui d'autre que lui, quoi. Voilà, on n'aurait pas pu faire Birdman sans Keaton. Il y avait vraiment ce côté métafilmique. Ce qui était un coup de génie, je pense, c'est que tu dis attends, Keaton dans un film comme ça, mais non, mais Keaton c'est Batman, pas plus. Voilà. Et en fait et puis même au niveau de la BO qui reste quand même assez subtile, mais cette musique de chant qui vient du hors-champ, où on voit ce batteur qui joue en direct, c'est un film qui m'a vraiment pris dans son ambiance. Et même si je peux comprendre que beaucoup de gens ont été assez, pas déçus, mais assez en dehors du film, qui sont pas rentrés dedans, moi je trouve que c'est un film vraiment pour les cinéphiles. Ça c'est une masterpiece pour les cinéphiles, quoi, ce film. Complètement. Donc voilà. Moi j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Je veux juste rebondir sur un autre truc qu'on a revu 2 fois quand même, c'est It Follows. Qui, Oriane et Thomas, vous a marqué. Je l'ai pas mis dans le top 3, mais dans un top 10 il rentrera facilement aussi, moi. quand même. Voilà, toi Fabien tu l'as vu récemment, mais voilà, Thomas tu veux pas rebondir un petit peu dessus quand même? Oui, déjà je suis un très très grand fan de films d'horreur, moi. Vraiment. Et pour le coup j'aime beaucoup cette mouvance moderne qu'on a finalement d'intellectualiser le film d'horreur, de pas juste faire un film d'horreur pour dire regardez ça fait peur, mais essayer de raconter un message. On avait déjà eu The Babadook, Mr Babadook, voilà, qui faisait ça aussi, qui se servait de l'horreur pour soutenir son propos. Et pour moi dans It Follows c'est à la fois tellement évident et tellement intelligent. Le film vraiment m'a charmé, mais du début à la fin. Je trouve que son image est magnifique, ses acteurs sont géniaux. Le propos. Voilà, enfin. La mise en scène, moi je trouve la mise en scène. Mais t'as peur, ça te prend vraiment aux tripes et tu colles au truc. C'est original aussi. Enfin, les films d'horreur, on a l'habitude des trucs un peu bateaux, et ces dernières années, je trouve que le film d'horreur se renouvelle. Ça fait du bien, franchement. Et It Follows, enfin, je sais pas, c'est génial. Genre l'idée qu'on se passe une malédiction comme une MST, non mais c'est vrai, justement. On a vraiment tout ce côté MST. Je pense vraiment que c'est un des sous-textes du film. Le fait que quelque part tu prends la responsabilité de donner ta malédiction à quelqu'un d'autre, mais d'un autre côté tu prends la responsabilité, enfin c'est un peu abordé dans le film, c'est-à-dire que tu essayes de faire vivre la personne à qui tu l'as donnée, qu'elle la repasse à quelqu'un d'autre, parce que si elle meurt, tu le récupères et t'es encore plus dans la merde. Finalement, il y a presque ce côté chaîne internet, les chaînes de mails qu'on recevait renvoient ce message. Si tu fais pas ça, tu auras 10 ans de malheur. J'aime beaucoup le côté désespéré en fait. J'aime bien
quand c'est juste une chaîne de désespoir et qu'à chaque fois tu sais que tu l'as vécu, tu le passes à quelqu'un et que ça va continuer à passer, et tu te dis j'ai fait partie de ce genre de et pourtant à la cercle fin, vicieux. Le désespoir se transforme presque en quelque chose d'heureux. Enfin, les dernières images du film en témoignent d'une grande justesse, d'une grande tendresse pour les personnages. Enfin, c'est superbe. Il y a un truc à souligner dans It Follows, c'est sa bande originale. Composée par Disaster Peace. Disaster Peace, qui est vraiment, de mon point de vue, un des plus grands compositeurs modernes. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui commence à peine, et dans quelques années, il sera considéré comme un génie. Si vous avez entendu la bande originale de Fez, par exemple, je trouve qu'il a une gestion du design sonore. On sent qu'il travaille simplement dans la sonorité de ses instruments. Il doit y travailler des heures. Il a des mélodies mais tellement puissantes, tellement entêtantes. Pour moi, vraiment, c'est un des très grands points forts d'It Follows. Moi, je pense qu'il a compris l'essence même de ce que devait être une bande originale de film d'horreur, un peu avec ce que fait John Carpenter sur la plupart de ses films. Enfin, ça m'a beaucoup par moments fait penser à un mix entre Halloween et la version et la BO d'Ennio Morricone qu'il a composé pour The Thing. Ça m'a vraiment fait penser à ces deux-là. Un mix parfait, quoi. Et on revient à l'essence même de ce qu'était le film d'horreur à l'époque, c'est que maintenant le film d'horreur d'aujourd'hui c'est juste du jumpscare, donc c'est dans la technique de montage qu'on va amener plus ou moins à faire peur. Là, c'est toute l'ambiance, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait. C'est ce qui fait toute l'atmosphère qu'il y a autour, et moi je suis friand de ça, et je pense qu'il faut vraiment qu'il se penche sur les films amenés comme ça dans l'horreur. C'est beaucoup plus psychologique, il y a beaucoup plus de tension qui monte, enfin c'est plus subtil, c'est pas juste regarder, c'est une charcuterie. C'est ça. Un autre choix qui est revenu sur deux de vous deux, Oriane et Fabien, c'est quand même The Voices, ce qui est tout de même surprenant. Une production française mais tournée aux États-Unis avec des acteurs américains, et puis en plus Merjan Satrapi qui revient à la réal. Pourquoi ce choix? Moi, c'est un film qui m'a. J'ai été voir au cinéma, mais que je m'attendais pas vraiment à grand chose. J'avais apprécié la petite bande-annonce avec la bande-annonce tout simplement. Et c'est un film qui m'a surpris de A à Z, quoi. Je me suis dit, même au niveau du casting, à part Jamie Thornton que j'aime assez bien, Ryan Reynolds, je suis pas spécialement fan. Et dans ce film-là, il m'a complètement étonné. Je me suis dit, mais en fait, c'est un acteur qui a vraiment à faire de la composition au final. Et du coup, non, je sais pas trop quoi en dire sur le film, mais j'ai vraiment aimé ce film dans son côté décalé, dans son côté mise en scène, dans toutes les métaphores qui peuvent être développées avec ce chien et ce chat qui sont donc l'ange et le démon de ce personnage, qui sont vraiment énormes. Et jusqu'au bout, moi on en parlait encore il y a quelques jours, le générique de fin, quoi, qui s'y était pas, le film est... sans générique déjà il est bien, mais avec ce générique c'est juste grandiose, quoi. Ce film il m'a vraiment épaté, et c'est grand de voir qu'enfin on peut faire des belles collaborations entre la France et les États-Unis. Et c'est un pari gagné. Je sais pas si ça aura touché beaucoup de personnes, ce film là. Après, je sais pas si vous le remettez dans un top 10, vous, The Voices, mais moi j'ai vraiment apprécié ce film. Moi je rejoins Fabien sur la surprise, parce qu'à la base ce film on en a parlé en disant ouais mais tu verras, c'est cool, c'est un chat et un chien qui parlent à leur maître qui leur disent de commettre des meurtres. C'est un peu ça la balance. Oui, c'est un peu ça, voilà. C'est littéralement ça. Du coup moi je m'attendais à un truc, voilà, au début je pensais même pas que c'était un film d'horreur, pour moi c'était une comédie, comme on en avait parlé. Je suis arrivée devant, je me suis pris claque sur claque, le moment où on change de monde, prends ses médicaments, moi je suis beaucoup dans l'empathie dans les films, et là j'étais vraiment en mode mais putain mec, ne reprends pas tes médicaments, jamais. Et il y a ce côté, moi j'aime bien ce côté un peu regardez, là il se soigne, mais est-ce qu'il vaut mieux pas être malade c'est normal, même quand il range, qu'il découpe toute la viande et qu'il range dans des boîtes Tupperware qui sont hyper organisées, c'est le psychopathe hyper maniaque. Et j'avais trouvé ça, mais juste c'est brillant comme idée, je veux dire, J'aime le fait qu'on puisse s'identifier c'est le méchant finalement, il tue des gens, mais il est tellement gentil, tellement innocent. C'est ça, même quand il massacre Gemma Arterton, il lui dit excuse-moi. Oui, c'est ça. Voilà, il est poli au moins, tu vois. Non mais vraiment, moi c'était une surprise, ça m'a remué, et je me sentais vraiment... C'était dans le malaise, et en même temps j'ai vu quelque chose de beau, donc j'avais vraiment besoin de prendre l'air après, ça m'a chamboulé. Et là ce tic pour nous rendre le sourire, même qu'il ait fait un truc horrible, Ryan Reynolds dans ce film, c'est à la fin du film tu smiles, quoi, c'est juste le smile. Je porte un t-shirt I love psychopathe. Je pense qu'il y a un petit truc à souligner aussi dans ce film, c'est que je trouve que l'univers qu'ils ont créé est vraiment incroyable. Franchement, je me disais presque que ça aurait pu être une série, tellement on rentrait directement dans l'univers, on comprenait tous les personnages, on avait bien les lieux
bien définie, sa maison, elle a un caractère qui est vraiment propre, il y a une ambiance tout au long du film. Et ça, pour moi, c'est vraiment la force du truc, c'est que quand tu regardes ça, tu te sens terrain connu, tu te sens presque chez toi, quoi. Ça m'a fait penser justement un peu à l'univers de Dexter. Ouais, Parce totalement. que c'est un psychopathe, mais il est mélangé à des gens, il vit sa vie, personne ne sait rien de sa vie. Et quand les gens rentrent dans sa vie, généralement, il les entraîne vers le bas. Ça, voilà. Mais on peut pas le détester, ce personnage. Mais ce serait juste génial si dans tous les films on avait ce côté-là où on apprécie le personnage, parce que le propre de l'acteur c'est quand même de défendre le personnage qu'il interprète. Il faut que lui croie qu'un méchant il pense toujours qu'il fait les choses bien, tu vois. Ouais. Et donc il faut qu'en tant qu'acteur tu sois capable de défendre ton personnage. Donc si un personnage qui est un tueur arrive à être aimé à chaque fois, je pense que c'est la recette d'un succès, quoi. Il faudrait que ce soit ça tout le temps. Totalement. Mad Max, faut en parler Mad Max. Hein Fabien? On va en reparler du coup. On va en reparler encore une fois. Bon, nous on va pas trop appuyer parce que Oui. dans notre vidéo on l'appuie déjà bien. Voilà, juste, grosse claque. Moi je trouve qu'il a réinventé le blockbuster dans sa forme et dans son esthétique. Ouais. Voilà, on va dire plutôt à ce niveau-là. Dès la première minute nous lance directement dans ce qui va être établi tout le long du film. C'est, on va vous en mettre plein les yeux, mais pour moi intelligemment et carré à chaque cadre. Ouais, c'est ça. C'est très carré, c'est logique, c'est cohérent, enfin c'est beau, c'est narrativement c'est très bien joué parce que c'est Miller qui arrive encore à se réinventer et pas à faire en sorte d'aller sur un terrain connu. Il fait tout d'inconnu, il réinvente son blockbuster, il réinvente sa saga, il réinvente son personnage. Enfin ouais. Pas grand chose à redire là-dessus. On va tout de suite passer aux petits choix perso parce qu'il y a 2-3 petits choix que vous avez pris qui m'ont étonné. Bon, toi Fabien, Jurassic World, on en parlera après parce que ça m'étonne à peine. Loïc, papa ou maman? Ouais, alors. Papa ou maman? Alors peut-être que je suis altéré par le fait que j'y suis allé en me disant bon, je vais passer un moment agréable, mais voilà. Non, j'ai passé un super moment. Je pense que ce qui fait la richesse du film, déjà c'est l'écriture. On a deux grands scénaristes français sur le coup, et puis surtout les deux acteurs, quoi. Je veux dire, on a Laurent Lafitte et Marina Foïs. Marina Foïs. Pour moi, Marina Foïs aujourd'hui c'est la meilleure actrice de sa génération. C'est un point de vue personnel. Mais quand on la voit dans Police par exemple, c'est juste étonnant. Et on se dit qui en face d'elle? Laurent Lafitte qui m'a impressionné une fois, c'est dans Les Petits Mouchoirs. Depuis j'ai été vachement déçu parce que je connais le potentiel de ce mec. Et à chaque fois il est sous-exploité. Voilà, il est sous-exploité parce qu'il est dans des trucs commerciaux. C'est un petit peu un des acteurs les plus bankable aujourd'hui, mais on va le voir dans des films où il joue les adolescents. Ou alors de l'autre côté du périph'. Voilà, exactement. C'est tout le temps des personnages très clichés. C'est un petit peu gâché. Et là on le retrouve dans quelque chose qui fonctionne. Je trouve que il y a plein d'idées de mise en scène magnifiques. En plus moi j'aime bien ces comédies un petit peu familiales dans les maisons et tout, un petit peu comme Le Prénom par exemple. Tu vois. C'est vrai. Voilà. Et là je m'y retrouve vraiment et je pense vraiment que c'est la comédie française de l'année. Ouais. C'est bien possible. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Moi je l'ai pas vu, mais c'est vrai que la bande-annonce m'avait vraiment tiré. J'ai vraiment à un moment vraiment envie d'aller le voir. J'avais peur, comme dans beaucoup de bandes-annonces, que toutes les blagues soient dans le trailer, mais du coup tu me donnes envie d'aller le voir. Ce qui est cool, c'est qu'on se dit bon, c'est une comédie, on sait ça va être basé sur le rythme, sur la façon de jouer, sur les mots, sur comment on va appuyer et tout, et en fait il y a complètement autre chose. Le premier plan commence, c'est un plan séquence qui dure 3 minutes. On suit les parents se courser. On suit les parents qui se coursent, et là on se dit ok, déjà ça envoie du lourd tout de suite, quoi. Donc c'est une comédie qui prend l'image au sérieux, et ça voilà, ça m'a fait plaisir. C'est vrai. Ça me donne envie de le voir. Parce que moi je vois comédie, ouais, j'ai beaucoup du mal avec les comédies. Les profs de Là, tu verras. Kev Adams. Oriane, toi, Kingsman. Ouais, Kingsman. Qui est pas vraiment étonnant, mais tout de même de là le placer quand même dans un top 3. Kingsman, on en a parlé, je suis pas allée le voir pour sa sortie, je l'ai vu très récemment. Et j'adore, pour moi c'est un peu une genre de parodie mais ultra maîtrisée avec une qualité de ouf qui reprend des clichés mais d'une manière subtile vraiment j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est rafraîchissant. Ouais, c'est rafraîchissant. Je pense que cette séquence de baston dans l'église aura marqué beaucoup de gens parce que ouais. Et la sodomie finale. Et la sodomie finale tout de même. Non mais c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont graphiquement extrêmement fortes. On a cette baston en plan séquence dans l'église qui à mon avis qui est pas un vrai plan séquence, mais en tout cas qui a vraiment des
des C'est pas mouvements, loin, des c'est pas mouvements assez incroyables avec des zooms qui ont dû être faits en recadrage dans l'image qui devait être filmé en plus qu'en 4K, je pense. Mais voilà, enfin, on a vraiment quelque chose de très maîtrisé avec des accélérés. Enfin, faut vraiment avoir des couilles. D'ailleurs, Mad Max aussi, il faut vraiment avoir des couilles de mettre des accélérés dans un film. C'est ça. Parce que ça a vraiment vieilli comme effet. Il faut vraiment être sûr de ce que tu fais pour faire ça. Et là, je trouve que ça passe parfaitement bien. Et pareil, une des séquences de fin. Avec les explosions de toutes les couleurs, Ah, oui. là. C'est énorme. En fait, ces explosions. en essayant de ne pas spoiler, mais Ce que je trouve fou, c'est que j'ai l'impression que c'est une chorégraphie tout Ah, le long du totalement. film. Ah mais c'est foutu C'est- comme une chorégraphie. Il a pris l'essence même du film d'espionnage qui Ah, était oui. avant Ça, tout c'est- de rendre hommage donc au film au polar des années 50 et en plus d'y apporter quelque chose de musical dans le sens où tout semble logique, tout semble intelligent, chaque mouvement de bras, chaque coup de poing, chaque coup de feu va avoir une mais logique. Je veux dire, de James Bond à Spy Kids, je trouve C'est ça. Non mais oui, tout, t'as raison, il y a vraiment. du Ouais. Spy Kids dans Il y a du Kingsman, Spy il y a Kids. du Spy Kids. non, et puis on sent vraiment un vrai respect du comics. On sent Oui. vraiment ce côté, le comics qui me rappelle aussi beaucoup Wanted. Mm. En tout cas, l'adaptation cinématographique de Wanted. Mais non, on sent vraiment un énorme respect pour l'œuvre originale et très probablement que le réalisateur devait être fan. Et je pense que ça fait plaisir de voir des choses comme ça. Ça fait très film de passionné, ouais. Ouais, C'est ça, totalement. c'est ça. Fabien, Jurassic World. Essayez encore de nous le défendre. Non, bon, essaye encore. Non, arrêtez. Non, tu comment veux dire c'était un pari très risqué qui est pour moi pas totalement réussi, mais qui a des qualités. Il a beaucoup de défauts, ce film-là, mais c'était très risqué de ressortir 20 ans après le premier. En tout cas, là, ce qui est une suite pour la plupart, et puis d'autres un reboot, mais pour moi qui est une suite et qui est amené comme une suite. Qui va se prendre, on va dire, avec des pincettes dans le sens où, en fait, on a gardé le côté divertissement. C'est un blockbuster de divertissement. On enlève tout le fond, plus ou moins scientifique qu'il y avait dans les premiers. Même si on garde les grandes lignes, mais c'est parce que c'est du Jurassic Park. Il faut qu'on explique un minimum pourquoi les dinosaures sont comme ça. Donc pour moi, je trouve que c'est un film popcorn, mais qui se regarde bien et qui, par rapport à d'autres blockbusters qui sont sortis dans l'année, peut avoir la tête haute. Il mérite pas tout ce qu'il a eu dans ces derniers jours, ces dernières Ouais, tout ce qu'il a eu semaines. dans la gueule, ouais. Voilà, tout ce qu'il a pu décrocher comme record, il les mérite pas. Mais pour moi, c'est pas un mauvais film. Et bon, c'est le côté fanboy aussi qui revient. C'est malheureux de voir qu'ils vont lancer des suites. Je pense que ça aurait été bien de s'arrêter. Toujours. Même Mad Max, ils veulent lancer une suite. S'arrêter ici, même si des fois ça frise un peu le ridicule, que des fois il y a une petite blague de trop, même si des fois ça se tue dans l'œuf, il est quand même sympa et il se regarde. Enfin, il est intéressant. Moi, ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est que tu vois, on est dans un espèce, c'est pas propre à Jurassic World, hein. On est dans un espèce de truc où quand on fait un remake, on se repose juste sur une histoire de base et on vient pas te surprendre. On t'amène juste un truc vachement plus beau avec les nouveaux moyens qu'on a à disposition. Mais moi, le scénar, j'ai été le voir, dans le scénar, il y a rien qui m'a... Même la scène des diplodocus, sans rentrer dans les détails, où je trouve que, elle est mal amenée, on peut pas être triste de cette scène. Bon, et toi Thomas, dans ton top, il y a quand même un film de SF qui a mis du temps à arriver en France, mais qui heureusement est arrivé sur les écrans, qui n'a pas forcément eu une très bonne distribution, c'est Ex Machina. Ouais, alors Ex Machina qui est donc un film sur la relation entre les hommes et les intelligences artificielles. Un peu comme Her. Voilà, un petit peu comme Her finalement, il y a tout ce côté presque histoire d'amour, mais c'est très ambigu, le film traite, je trouve, ce sujet très bien et surtout de manière très intelligente. On sent que les gars ont réfléchi à leur sujet, qu'ils ont dû en parler avec des psychologues, avec des scientifiques, qu'ils ont vraiment dû pousser ça très loin et le film est absolument magnifique. Il y a des séquences de plusieurs minutes, presque des dizaines de minutes, avec seulement un dialogue entre deux personnages et on peut pas décrocher. C'est passionnant. On est scotché devant ce film. Et ce film il est absolument magnifique, que ce soit à l'image, à la réalisation, Au niveau du traitement des émotions. le traitement des émotions, les acteurs, le jeu des acteurs. Cette fille là qui joue le robot, mais elle joue incroyablement bien, avec une sensibilité, elle a quelque chose d'extrêmement touchant, de presque fragile dans son jeu. Et pour moi c'était vraiment une très très bonne surprise. Je dirais pas que c'était une claque comme a pu être It Follows, mais en tout cas c'était une excellente surprise. J'en attendais pas tant de ce film et je me suis retrouvé devant quelque chose qui était presque Kubrickien. C'est pas faux du tout. C'est vrai.
Bah moi, le film que j'ai mis un petit peu dans mon top et qui sort un petit peu du lot, c'est en grande partie, et tu me l'avais fait remarquer Loïc tout à l'heure, parce qu'il y a des acteurs dedans qui sont fous. Foxcatcher, enfin il est dingue dans le sens où Bennett Miller, il a plus grand chose à prouver en tant que metteur en scène. C'est le mec qui a fait Capone, c'est le mec qui a fait Truman Capote, pas Capone, qui a fait Truman Capote, qui a fait ensuite Le Stratège avec Brad Pitt, et qui maintenant donc fait Foxcatcher, qui était en compétition au Festival de Cannes, qui est reparti avec un prix de la mise en scène qui était largement mérité, mais à un degré c'était absolument fou. Le traitement des personnages est super bien fait, et surtout il y a Steve Carell. Il y a Steve Carell qui est juste fou parce qu'il arrive super bien à jouer avec son image de comique dont on a absolument tout vu quasiment aujourd'hui, et elle arrive encore à nous surprendre. Mais là, résultat, c'est un personnage qui est ultra dramatique, qui est vraiment profond, qui est... J'ai envie de te dire, enfin, pareil, tu vois Steve Carell dans plein de films, dans Little Miss Sunshine, où tu prends toute l'envergure, tu sais tout le talent du mec, tu le vois, et tu dis putain, quand est-ce qu'on va lui mettre un rôle sur mesure, un truc qui va permettre d'exploser, et ça arrive dans Foxcatcher. Ouais, c'est ça. Qui aurait peut-être mérité pour le coup un prix, en tout cas d'interprétation masculine, aux derniers Oscars, je pense, plus que le petit Roukmout qui a eu le prix pour Une merveilleuse histoire du temps. Voilà, je peux pas le saquer, qu'est-ce que vous voulez. Il est mignon. J'ai un problème avec lui. Ouais, Voilà. j'ai un problème avec Une merveilleuse histoire du temps. Ouais, voilà, de toute façon, oui. N'importe quoi. Enfin bon, merci à vous quatre d'être venus. C'était bien d'avoir un petit retour. Merci. On va sûrement se retrouver à la fin d'année pour faire un top 10 des films de l'année 2015. Avec grand plaisir. Autour d'une cheminée. C'est ça, autour d'une cheminée, d'un bon feu. Si j'en trouve 10 d'ici là. On commence maintenant, ça sera plus J'espère rapide. qu'il y en aura 10. Tu verras que les trois que t'as cités seront pas dans le top 10 peut-être. Et là, ça serait top. Ouh, ça serait rigolo. Ça, Ça me ferait plaisir. ça serait rigolo. Si j'ai réussi à trouver 10 films meilleurs que It Follows. Enfin voilà. Et donc pour finir, bah, je vais dire comme d'habitude, d'hab. hein, allez voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. C'est toujours bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera bientôt pour parler de cinéma, évidemment. A plus. Vous pouvez dire au revoir. Hein. Au revoir. Mais oui, Au revoir. effectivement. Au Évidemment, revoir. Au revoir. Salut les gens.